Mais on vise la personne physique, qu'elle soit constituée en entreprise individuelle ou bien qu'elle soit associée dans une société, dans une personne morale, que ce soit une société de personnes, un GIE ou une SURL, mais dont l'associé unique est une personne physique. Ça, c'est le régime de droit commun pour ces catégories-là. Y a-t-il des questions? Bien. Par contre, l'IS s'adresse aux sociétés de capitaux, donc SARL, SA, SAS. L'IS également s'adresse aux sociétés de personnes ayant opté. Donc les sociétés de personnes SNC, SCS peuvent opter pour l'impôt sur les sociétés. Là, c'est une option. S'adresse également aux GIE avec option. Il s'adresse également à la SUARL avec option. Mais SUARL avec associé personne physique. Donc son régime de droit commun, c'est l'IR, mais il peut opter pour l'impôt sur les sociétés. Par contre, la SUARL avec personne physique, avec associé unique, personne morale, elle est imposée d'office à l'IS. Il n'y a pas d'option possible. L'option ne s'applique que pour l'associé unique personne physique. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Bon, c'était juste pour signaler qu'on ne parvient pas à lire les écritures. Si vous pouvez agrandir. J'écris mal et j'écris petit. Je vais peut-être lire, comme ça vous allez prendre note au lieu de reprendre, ok? Parce que le tableau aussi est un peu petit là. Ok, je vais reprendre. Donc on a dit la forme juridique que vous aurez à choisir aura un impact sur le régime fiscal. Au Sénégal, nous avons deux types de régimes fiscaux, le régime du réel et le régime de la contribution globale unique. Le régime de la contribution globale unique, on le verra, c'est un régime forfaitaire calculé sur la base du chiffre d'affaires. C'est un régime qui ne s'adresse qu'à l'entreprise individuelle. Okay? Donc, forme juridique, entreprise individuelle, personne physique. À l'opposé, vous avez le régime du réel qui suppose que le résultat est calculé sur la base du revenu réel et non sur la base d'un revenu forfaitaire. Okay? Donc on a commencé à voir comment le régime du réel, dans le régime du réel, comment on détermine le résultat réel. Okay? Mais pour l'instant, arrêtez-vous simplement au régime. Donc le régime du réel s'adresse à l'entreprise individuelle, personne physique, qui est certes éligible à la contribution globale unique, mais qui opte pour le régime du réel. Donc ici, c'est une option. Son régime de droit commun, c'est la contribution globale unique. Toutefois, elle peut opter pour le régime du réel. Le réel s'adresse également aux personnes morales. Okay? Que ce soit une société de personnes, société de capitaux ou
ou GIE. Donc les personnes morales sont exclues de la contribution globale unique. C'est le régime de droit commun. Il n'y a pas d'option possible. L'option n'est valable que pour l'entreprise individuelle, qui peut se mouvoir entre les deux régimes, soit réel ou contribution globale unique. C'est clair jusque-là? Okay. À côté du régime fiscal, on a le type d'imposition. Okay. Comment on est imposé au Sénégal en fonction du régime, de la forme juridique que vous aurez choisi. Donc il y a deux types d'impôts, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur le revenu s'applique sur les personnes physiques, toujours sur les personnes physiques. Donc ce qui veut dire que l'entreprise individuelle est concernée par l'impôt sur le revenu puisque c'est une personne physique. Les associés des sociétés de personnes également sont concernés par l'impôt sur les revenus, puisque ce n'est pas la personne morale qui est imposée, mais ce sont les associés qui composent cette personne morale. Donc c'est le principe de la transparence fiscale. On ne s'intéresse pas à la personne physique morale, mais on s'intéresse à la personne physique. Or ici, les personnes physiques qui composent la société, ce sont les associés. Les associés d'un GIE également sont imposés suivant l'impôt sur le revenu. Pareil pour la société unipersonnelle à responsabilité limitée, okay, avec l'associé unique personne physique. Encore une fois, on vise les personnes physiques. Donc la personne morale, elle est exclue ici si elle est l'associé unique de la société unipersonnelle. À l'opposé, vous avez l'impôt sur les sociétés qui s'applique sur les sociétés, que ce soit les sociétés de capitaux ou les sociétés de personnes. Okay. Mais pour les sociétés de capitaux, c'est le régime de prédilection. Elles ne peuvent pas être imposées à l'IR. Pour ce qui concerne les sociétés de personnes, qui normalement sont imposées à l'IR pour ce qui concerne les associés, mais la société peut opter pour l'IS. Dans ce cas, ce ne sont plus les associés qui sont imposés, mais c'est la société elle-même en tant que personne morale. Donc c'est le principe de l'opacité qui s'applique ici. Pareil pour le GIE, elle peut opter pour l'imposition à l'IS. Si elle ne fait pas l'option, ce sont les associés qui sont imposés. La société de personnes, si elle ne fait pas l'option, ce sont les associés qui sont imposés à l'IR. La société unipersonnelle à responsabilité limitée avec associé unique personne physique, elle est imposée à l'IR si elle ne fait pas l'option. Si elle fait l'option, elle est imposée à l'IS. Donc c'est la personne morale qui est imposée ici et non l'associé. Alors que pour la société unipersonnelle à responsabilité limitée, si l'associé unique est une personne morale, il n'y a pas d'option possible. Elle est d'office imposée à l'IS. Okay? Donc les seuls cas d'option qui existent, c'est les trois là, okay, qui peuvent opter pour l'IS. Option, option, option. C'est bon? Alors maintenant, l'impôt, que ce soit l'IR ou l'IS, se calcule suivant le régime juridique. Okay? Si vous êtes à la contribution globale unique, vous êtes imposé au forfait, on le verra. Si vous êtes au réel, vous êtes imposé sur la base d'un résultat fiscal. Okay? Maintenant, nous allons voir comment ce résultat fiscal il est déterminé. Pour calculer l'impôt, il faut connaître l'assiette. Okay? Et l'assiette, c'est le résultat.
Donc, en fiscalité, l'impôt est calculé sur la base du résultat fiscal, okay, qui est différent du résultat comptable, même si le résultat fiscal s'appuie sur le résultat comptable. Donc, ce résultat comptable doit faire l'objet de corrections sous forme de réintégration des charges non déductibles et de déduction des produits non imposables. Donc, le comptable, à la fin de l'année, une fois qu'il aura terminé de déterminer son résultat comptable, il va changer de position. Okay? Il va adopter la casquette du fiscaliste pour déterminer le résultat fiscal, puisque là, il va s'appuyer sur des dispositions fiscales et non comptables pour déterminer le résultat. Donc, c'est le Code général des impôts qui précise quelles sont les charges déductibles et quelles sont les charges qui ne sont pas déductibles. Pareil, quels sont les produits imposables et les produits qui ne sont pas imposables, qui sont donc exonérés. Donc, on a passé en revue la dernière fois les produits qui sont exonérés. Qui peut me faire un petit rappel sur les produits exonérés? Quels sont les produits qu'on avait cités? Pour ceux qui ont appris leur cours. Quels sont les produits exonérés? Bonjour. Les produits exonérés, parmi ces produits, on a le produit d'exportation. Les produits? D'exportation. Exemple? Si on fait par exemple l'exportation, par exemple, on fait une activité d'exportation, ça on est exonéré d'impôts. Et concernant aussi la banque de l'habitat, les intérêts perçus à travers les opérations financières au niveau de la banque de l'habitat sont exonérés d'impôts. On a aussi le produit, le dividende reçu par le filiale d'une société à hauteur de 95% si la société est une société mère et de 60% si la société n'est pas société mère de la filiale. D'accord. Un autre? On a aussi les intérêts perçus aussi de bons de caisse du Trésor aussi, qui sont exonérés d'impôts. On a aussi sur le plus-value aussi. On a aussi une exonération concernant sur la plus-value de ces champs si on réinvestit ce qu'on a eu à gagner sur la plus-value. Ouais. Je pense, pour le moment, je pense c'est ça. Ok. Est-ce que les exportations sont exonérées d'impôts? Les exportations sont imposables. Mais ici, on parle de l'impôt sur les sociétés. Okay? Les exportations ne sont pas exonérées d'impôts sur les sociétés. C'est le résultat réalisé à l'extérieur du Sénégal, par une filiale, par exemple, d'une société établie au Sénégal. Okay? Donc, il ne faut pas confondre le résultat et le bénéfice. Le bénéfice, c'est un résultat qui s'obtient en faisant la différence entre des produits et des charges, alors que l'exportation est un produit. Okay? Et on verra maintenant dans quel cas l'exportation est exonérée. Ici, on parle d'impôt sur les sociétés. Évidemment, oui. Les primes d'assurance, elles sont exonérées, les primes d'assurance. Oui, elle est service comme, comment dirais-je, comme par exemple les services
Comme par exemple les services réalisés par exemple, comme côté médecine ou bien, comment on le dit encore? Les services médicaux. Oui. Ils sont exonérés à l'impôt sur les sociétés. Ici, on parle de l'impôt sur les sociétés. Hein. On est dans le chapitre de la détermination du résultat fiscal. Or, le résultat fiscal, on l'utilise pour calculer un impôt. Lequel impôt? L'impôt sur le résultat, qui ne peut être que soit l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. Ce dont vous parlez s'adresse plutôt à la TVA. Nous ne sommes pas encore arrivés à la TVA. Donc les assurances ne sont pas exonérées d'impôts sur les sociétés. Les produits résultant des services médicaux non plus. Donc ce qui a été visé comme exonération, c'est les produits financiers. Pas tous les produits financiers, mais certains produits financiers. Okay? Il a cité les intérêts perçus de la Banque de l'Habitat du Sénégal, par exemple, sont exonérés d'impôts. D'autres produits financiers provenant des dividendes, par exemple, sont exonérés d'impôts sur les sociétés à hauteur de 95%. Si les dividendes proviennent d'une société filiale et 60% s'ils proviennent d'une société non filiale. On avait cité également les plus-values, sous certaines conditions. Les plus-values de cession en cours d'exploitation, qui portent sur des biens immobilisés et amortissables, qui sont exonérés également, sous réserve que l'entreprise prenne l'engagement de réinvestir cette plus-value-là dans une durée de 3 ans. Si la plus-value est réalisée en fin d'exploitation également, on fait la distinction suivant qu'elle est réalisée dans les 5 ans après la création de l'entreprise ou au-delà de 5 ans. Donc voilà les produits qui étaient visés comme exonérés la dernière fois. Alors, donc le résultat s'obtient en faisant la différence entre les produits et les charges. Donc on va regarder également quelles sont les conditions liées à la déductibilité d'une charge sur le plan fiscal, encore une fois, mais pas comptable. Le comptable, il ne se pose pas de questions au moment de comptabiliser si la charge est déductible ou pas. Parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est la transaction financière qu'il doit retracer dans la comptabilité pour obtenir des états financiers fidèles et sincères. Donc, quelle que soit la nature de la charge, il doit la comptabiliser. Quelle que soit la nature du produit, il doit le comptabiliser. C'est en fin d'année, quand il va déterminer le résultat fiscal, maintenant qu'il va convoquer les dispositions fiscales par rapport aux produits et aux charges. Donc, par rapport aux charges, l'administration fiscale ou le Code général des impôts a édicté un certain nombre de conditions. Pour que la charge soit déductible, il faut qu'elle soit exposée dans l'intérêt de l'entreprise. Autrement dit, les dépenses supportées dans le seul intérêt personnel de certains associés ne sont pas déductibles. Se rattacher à la gestion normale de la société, ici ce qui est convoqué, c'est la théorie de l'acte anormal de gestion qui rejette ou limite certaines déductions de certaines charges, notamment les dons et les subventions qui sont accordées à des tiers ou les intérêts sur les comptes courants des associés. On verra tout ça en détail. La charge doit se traduire par une diminution de l'actif net. Ce qui veut dire que les dépenses d'investissement ne sont pas déductibles puisqu'elles ont pour contrepartie l'entrée d'un bien dans l'actif. Donc quand vous achetez un véhicule, vous ne passez pas le véhicule en charge, vous le passez en immobilisation, au niveau de l'actif du bilan. La charge doit être... Oui? J'avais cru entendre. La charge doit être effective et appuyée de justifications suffisantes. Il est donc nécessaire pour l'entreprise de conserver les factures et autres pièces à l'appui de ses dépenses. Évidemment, le comptable, il doit passer les écritures toujours sur la base d'une pièce justificative. Si c'est une charge, si la dépense elle est comptabilisée sans pièce justificative, évidemment, elle n'est pas déductible.
et la charge doit être comprise dans les charges de l'exercice comptable au cours duquel elles ont été engagées. Donc ici, c'est le principe de séparation des exercices comptables qui est appliqué. Donc une charge de 2020, vous ne pouvez pas la déduire en 2019. Okay? Inversement, une charge de 2019, vous ne pouvez pas la déduire sur 2020. Donc si vous avez omis de passer une charge en 2019, vous avez clôturé votre bilan, vous vous êtes rendu compte après qu'il y a une facture que vous avez omis de comptabiliser, une fois que les comptes sont arrêtés, on ne peut plus modifier le bilan de 2019. Vous serez obligé de la passer sur 2020. Mais fiscalement, cette charge ne sera pas déductible. En fin d'année, il faudra la réintégrer parce que le principe de séparation des exercices n'a pas été respecté ici. C'est clair? Bien. Donc ça, ce sont les conditions générales. Okay? Chaque charge, pour qu'elle soit déductible, doit respecter ces conditions générales. À côté des conditions générales, vous avez des conditions spécifiques liées à certaines catégories de charges que l'administration a visées. Donc, parmi les charges, vous avez les frais généraux, qui sont des dépenses faites pour la marche générale de l'exploitation. Ce qu'on va étudier ici, ce sont les charges relatives au personnel, aux locaux, aux impôts, aux primes d'assurance, ainsi de suite. Pour ce qui concerne les dépenses liées au personnel, donc notamment les charges salariales, quelle que soit la forme juridique de l'entreprise, les rémunérations versées au personnel ne sont déductibles que dans la mesure où elles, première condition, correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives au regard des services rendus. Ça, c'est la première condition. La réalité de la charge, il ne faut pas également qu'elle soit excessive. La deuxième condition, la charge doit être déclarée auprès de l'administration fiscale à la fin de chaque année. Donc, quand vous employez quelqu'un, vous avez un contrat avec lui, donc vous avez respecté ces conditions-là, vous lui versez une rémunération. Au niveau de l'administration, les formes sont respectées, le fond également. Du moment que ça correspond à un travail effectif, la charge, elle est déductible. Donc ça, c'est pour combattre les quoi? Qu'est-ce qu'on vise ici? Des travailleurs. L'administration fiscale ne s'intéresse pas aux conditions des travailleurs. Qui s'intéresse aux conditions des travailleurs? L'inspection du travail. L'administration fiscale, ce qui l'intéresse, lui, c'est quoi? C'est les impôts. Okay? Lui, ses intérêts, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on minore les impôts. Or, comment on peut minorer un impôt, notamment l'impôt sur les sociétés? On l'a vu la dernière fois. Le résultat fiscal est obtenu comment? On peut minorer les... Minorer les? On peut minorer les impôts en ne respectant pas, comme par exemple le fait de soustraire, par exemple, certaines charges liées au bulletin de salaire, comme par exemple les heures supplémentaires, les impôts sur le revenu, tout ça, si ça ne se figure pas sur le bulletin de salaire. Si on soustrait les charges, donc, pour vous, on réduit les impôts en même temps. Oui, absolument. Qui n'est pas d'accord? Oui, le micro est derrière. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Si on augmente les charges, le résultat diminue. Si on augmente les charges, le résultat fiscal diminue. Ce qu'il dit, ce n'est pas faux, mais encore une fois, il faut savoir dans quel contexte nous sommes. Nous sommes dans le contexte de l'impôt sur le bénéfice. Ce dont vous parlez de bulletin de paie. Qui parle de bulletin de paie parle de quel impôt? L'impôt sur les salaires. Okay? Ici, on n'est pas sur l'impôt sur les salaires, on est sur l'impôt sur les bénéfices. L'assiette de l'impôt sur les bénéfices, c'est le bénéfice. Et le bénéfice, il est obtenu comment? En faisant la différence entre les produits et les charges. Donc, si on veut minorer le résultat, on peut minorer les produits ou alors gonfler les charges. Donc, c'est ça qui impacte sur le résultat fiscal et donc sur l'impôt sur le bénéfice. Okay?
Donc ici, on est dans le chapitre de détermination de l'impôt sur le bénéfice, qui va nous servir à calculer l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. On n'est pas encore arrivé à la TVA, on n'est pas encore arrivé à l'impôt sur les salaires. Donc ici, ce qui est visé quand on parle de travail effectif, c'est quoi? Le contraire d'un travail effectif, c'est quoi? Prestataire. Bon, si on dit travail ici, c'est au sens général du terme. Ça peut être le travail d'un prestataire ou d'un salarié. C'est pour éviter les emplois fictifs. Vous pouvez comptabiliser dans vos salaires le règlement d'un chauffeur qui n'existe pas. Donc on vous dit il faut que la rémunération là corresponde à un travail effectif. Donc la personne elle existe et elle fait le travail pour lequel elle est rémunérée. Donc on vérifie l'effectivité du travail. Donc la personne a effectivement exécuté le travail et donc elle perçoit en contrepartie la rémunération que vous avez le droit de passer dans les charges. Il ne faut pas que ça soit excessif également. Ça veut dire quoi ici? Vous recrutez un chauffeur, vous lui attribuez la rémunération d'un directeur général, par exemple. Tout le monde sait que ça n'a pas de sens, c'est excessif. Donc si vous le faites, l'administration, si elle tombe sur ce type de charge, elle va la rejeter. Donc voilà les conditions qu'une charge de personnel doit réunir. La deuxième condition, c'est une condition de forme. Donc à la fin de l'année, chaque année, au 31 janvier au plus tard, votre comptable devra déposer auprès de l'administration fiscale un imprimé qui s'appelle état récapitulatif des rémunérations versées sous forme de salaire ou autre. Dans le jargon fiscal, on l'appelle état 1024. Donc c'est un bordereau simplement où vous récapitulez l'ensemble des salaires versés à vos salariés et vous les citez nommément. Chaque salarié, donc vous mettez son nom, son adresse, sa pièce d'identité, le montant qu'il a perçu et les impôts qu'il a payés. Ça permet à l'administration de vérifier l'effectivité de l'emploi. Ça c'est un. Deuxièmement, ça concerne également les autres personnes qui travaillent dans l'entreprise et qui n'ont pas le statut de salarié. Donc, quand vous versez des rémunérations à des prestataires de services qui n'ont pas donc le statut de salarié, ces rémunérations doivent également être déclarées au niveau de l'administration fiscale. Donc c'est pareil pour les rémunérations versées à des professions libérales, par exemple, les médecins, les experts comptables, les comptables, etc. Toute personne qui perçoit une rémunération au sein d'une entreprise, qu'elle soit salariée ou non, cette rémunération-là doit être déclarée à la fin de l'année auprès de l'administration. Donc, qu'est-ce que l'administration cherche en réclamant cet imprimé-là? Quel est le but recherché? Vérifier si les employés payent bien leurs impôts. Voilà, c'est de collecter des informations qui leur permettront plus tard de vérifier est-ce que ces personnes que vous avez déclarées ont réellement payé leurs impôts. Pour les salariés, c'est simple. Il suffit de demander à l'entreprise de produire les justificatifs. Mais un prestataire qui n'est pas au sein de l'entreprise, lui, à la fin de l'année, il devra rassembler l'ensemble des honoraires ou rémunérations qu'il a perçues, par-ci, par-là, et faire sa déclaration de revenus. Donc la personne peut être tentée de percevoir une rémunération et de ne pas la déclarer. Mais à travers ces états-là, l'administration fiscale peut faire une compilation des informations. Il saura que ce prestataire de service a perçu une rémunération dans l'entreprise A, dans l'entreprise B, dans l'entreprise C. Et la somme de ces rémunérations au cours de l'année fait un montant de temps. Et l'administration va vérifier si cette personne-là a bien déclaré ce montant-là. Oui. Pour le cas
Les journalistes, on peut traiter comme des salariés. Hein. Ils seront déclarés par l'entreprise et leur salaire fera l'objet d'une retenue à la source. Vous étiez là quand on faisait le cours sur le droit du travail? Vous n'étiez pas là? Ah, c'est pour ça. OK? Les journalistes sont employés par l'entreprise. Ils payent des impôts sur les salaires retenus à la source par l'employeur, okay, qui va les reverser au même titre qu'un salarié qui est sous contrat à durée déterminée ou indéterminée. Okay. Le prestataire, lui, il a un statut différent. Ce n'est pas un salarié de l'entreprise, c'est un indépendant. Il a son entreprise, okay, il vend ses prestations de services à des entreprises. Donc, il perçoit en retour des rémunérations. Donc, à la fin de l'année, il doit faire la somme de ces rémunérations-là et les déclarer aux impôts et payer l'impôt sur le revenu, puisque c'est une personne physique. OK? C'est clair? Donc, voilà les deux conditions que les dépenses liées au personnel doivent réunir pour être déductibles. Deuxième type de dépenses, les dépenses liées aux locaux. Donc, pour exercer votre entreprise, vous avez besoin d'un local. Ça peut être à usage de bureau, ou bien pour stocker, ainsi de suite. Donc, ce local-là, s'il ne vous appartient, vous le louez, et donc vous devez verser des loyers, qui sont des charges pour l'entreprise. Donc, ces charges-là sont déductibles pour l'entreprise. Okay? Cependant, en ce qui concerne les logements du personnel, il y a un arrêté ministériel qui fixe les loyers des logements et de leur personnel à concurrence de 100 000 francs pour un appartement d'une pièce, 200 000 francs par mois pour 2 pièces, 300 000 francs par mois pour 3 pièces et 400 000 francs par mois pour un appartement de 4 pièces ou plus. Donc, il y a deux types de loyers que vous pouvez trouver dans une entreprise. Il y a le loyer professionnel, qui s'adresse aux locaux, mais l'entreprise également peut louer des appartements pour le compte de ses employés. Donc, si vous êtes cadre dans une entreprise, au moment de négocier votre salaire, vous pouvez dire, en plus de mon salaire, que nous avons déterminé la dernière fois en fonction de la catégorie, de la fonction et donc de la convention, vous pouvez demander des avantages en nature. Donc, le salaire de base, le sursalaire, les primes, ça, c'est des avantages en numéraire, puisque c'est de l'argent qu'on vous donne. À côté, vous pouvez demander des avantages en nature. Vous pouvez demander à l'entreprise de vous loger. Vous pouvez demander à l'entreprise de vous attribuer un véhicule de fonction. Vous pouvez demander à l'entreprise de payer votre électricité, votre téléphone, okay, vos domestiques, etc., etc. Ça, ce n'est pas de l'argent que l'entreprise vous remet. Okay? Mais vous jouissez d'un bien grâce à l'entreprise. L'appartement, vous l'utilisez, okay? Donc vous jouissez de l'appartement, mais il n'y a pas un déboursement de numéraire à votre profit. Mais pour l'administration fiscale, c'est comme si vous aviez reçu de l'argent. Parce que si je n'avais pas payé un appartement pour vous, vous alliez prendre de votre propre poche et payer ce loyer-là pour habiter dans cet appartement. Donc pour l'administration, l'avantage fiscal, l'avantage en nature a un caractère de salaire. Donc vous devrez payer un impôt sur le revenu là-dessus. Et ça, c'est quand on verra la détermination de l'impôt sur les sociétés, qu'on verra comment on l'évalue. Mais ici, on est sur l'assiette de l'impôt sur les sociétés. L'administration dit, vous avez la possibilité de loger votre personnel, mais à condition que le loyer ne dépasse pas 100 000 francs par mois, okay, par pièce principale, ou 200 000 si c'est un appartement de 2 pièces, ainsi de suite. Donc, ce qui veut dire que si vous louez un appartement d'une pièce à 400 000 francs, quelle sera la conséquence fiscale? Oui? Vous serez imposé à 200 000. Pourquoi? Le surplus ici, il est de 300 000. 400 000 moins 100 000. Okay? Donc, vous avez dépassé le plafond. Le surplus sera... Qu'est-ce qu'on va faire du surplus? Il faut réintégrer le surplus. Okay? Donc, c'est une charge non déductible. Une charge non déductible doit être réintégrée. Ah, d'accord.
Donc voilà ce qu'il faut surveiller pour les loyers à usage d'habitation supportés par l'entreprise pour le compte de son personnel. Ça, c'est la conséquence fiscale dans la détermination de l'assiette pour le calcul de l'impôt sur le bénéfice. Il y a une autre conséquence pour l'employé, ça on le verra plus tard. OK? Qui n'a pas compris? Bien. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Pas encore. D'accord. Les impôts sont également des charges pour l'entreprise. Donc, si c'est des impôts qui se rapportent à l'exploitation de l'entreprise, ils sont déductibles. Maintenant, il y a quelques impôts qui sont visés par l'administration qui ne sont pas déductibles, bien qu'étant des charges pour l'entreprise. Alors, parmi les impôts déductibles, vous avez la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur, qui est une taxe sur les salaires. Quand vous avez un employé, l'employé, vous lui versez une rémunération brute, salaire de base, sur salaire, heures supplémentaires, etc. C'est ça qui constitue l'assiette pour le calcul de l'impôt sur les salaires. Parce que le salarié, lui, en tant que personne physique, il a gagné un revenu. Et donc, il doit payer un impôt sur le revenu, qu'on va appeler impôt sur les salaires. Donc, vous le défalquez sur son bulletin de paie. Mais l'employeur également doit contribuer à l'impôt. Donc, lui, il a une taxe de 3% qu'il doit supporter sur le salaire brut de l'employé. C'est ça qu'on appelle contribution forfaitaire à la charge de l'employeur. Donc, tous les employeurs contribuent à hauteur de 3% sur le salaire de leur employé. Cette contribution forfaitaire à la charge de l'employeur est destinée à alimenter le budget de l'Office de formation professionnelle. Donc, c'est pour permettre aux entreprises de former leur personnel, notamment en formation continue. Okay? Donc, cette formation-là est subventionnée. Mais l'Office qui s'en occupe a un budget. Et son budget, donc, provient d'une partie de cet impôt-là. C'est clair? Donc, à chaque fois que vous avez un employé, vous devez payer 3% sur son salaire, en tant que patron, comme charge patronale, ce qui n'a rien à voir avec l'impôt que l'employé paye sur son salaire. Ça, c'est une charge déductible. Il n'y a pas de souci. La contribution foncière sur les immeubles appartenant à l'entreprise. Ça également, c'est un impôt. Quand vous avez un immeuble, que l'immeuble soit loué ou pas, il y a un impôt que vous payez du fait de l'existence de l'immeuble. Okay? Cet impôt est appelé contribution foncière sur les propriétés bâties. Okay? Donc, si l'entreprise a un immeuble qu'elle a mis à l'actif de son bilan, elle doit payer cet impôt-là qui est de 5% sur la valeur de l'immeuble. C'est une charge déductible. La contribution économique locale est également une charge déductible. On l'a vu dans l'introduction du cours. On le verra en détail comment elle est déterminée. Les droits d'enregistrement et de timbre sont également déductibles comme impôt. C'est des taxes qui sont des charges pour l'entreprise et qui sont déductibles. La TVA non récupérable et les droits de douane, ça c'est à l'importation, quand vous importez du matériel ou un bien, donc vous payez des droits de douane à l'entrée du territoire. Ces droits de douane-là sont également déductibles. La TVA, on le verra, c'est un impôt déductible, mais il peut arriver que la TVA ne soit pas récupérable. Donc si elle n'est pas récupérable sur la TVA collectée, elle devient une charge pour l'entreprise et une charge déductible. Donc voilà les impôts qui peuvent constituer des charges pour l'entreprise et qui sont déductibles. Est-ce que vous comprenez ce que je vois? Il y a des gens qui dorment là. C'est trop technique, je suis désolé. Je fais de mon mieux pour que ça soit accessible, mais bon, je ne vais pas utiliser le langage des jeunes non plus, parce que c'est du droit. Alors, il y a des impôts qui ne sont pas déductibles, qui sont visés par l'administration. C'est l'impôt sur les sociétés. Donc, on est en train de déterminer l'impôt sur les sociétés.
qui est une charge pour l'entreprise. Mais l'administration dit que cette charge-là, elle n'est pas déductible. Vous allez la calculer, vous allez la comptabiliser comme charge, mais vous devez la réintégrer au moment de calculer votre résultat fiscal. Pourquoi, à votre avis, l'administration refuse la déductibilité de cette charge-là? L'impôt sur les sociétés. L'administration fiscale dit, quand vous déterminez votre bénéfice, vous avez calculé l'impôt sur les sociétés, 30% du bénéfice. Le comptable va le mettre en charge, puisque c'est un impôt que vous allez décaisser. Bien que c'est dans les charges comptables, l'administration fiscale dit, au moment de déterminer votre résultat fiscal, il faudra réintégrer cette charge-là. Elle n'est pas déductible pour moi. Quel est le motif? Parce que si vous déduisez, c'est comme si c'est l'administration qui paye l'impôt à votre place. Okay? Or, c'est vous qui devez supporter cet impôt-là. C'est pour ça que ce type d'impôt n'est pas déductible. Donc, c'est valable pour l'impôt sur les sociétés, comme c'est valable pour l'impôt minimum forfaitaire sur les sociétés. On reviendra sur ces impôts-là en détail. La retenue à la source sur les salaires des employés n'est pas déductible. Pourquoi? Vous êtes mon salarié, je vous paye un salaire. À la fin du mois, j'enlève les impôts sur votre salaire que je reverse. L'administration dit que ces impôts-là que je lui reverse ne sont pas des charges déductibles pour moi en tant que chef d'entreprise. Pourquoi? Oui. Ces charges ne sont pas déductibles puisque ce n'est pas la société qui les a supportées. Qui les supporte, très bien. Ouais. Ce n'est même pas une charge pour la société. Vous l'avez prélevé sur le salaire d'une personne et vous reversez pour le compte de cette personne-là. Ce n'est pas vous qui supportez, mais c'est l'employé qui supporte. Ce sont l'impôt que vous reversez. Donc vous n'avez pas à le déduire comme charge. La taxe spéciale sur les véhicules particuliers des personnes morales. Bon, si l'entreprise est une société, elle a un véhicule particulier, okay, qui figure donc dans son bilan. Le fait d'avoir ce véhicule-là, il y a une taxe qu'il faudra payer en fin d'année en fonction du nombre de chevaux du véhicule. Donc cette taxe-là, c'est une charge pour l'entreprise, mais l'administration a dit de ne pas récupérer cette charge-là. Donc à chaque fois que vous tombez sur ce type de charge-là, il faudra la réintégrer. Oui? Monsieur, bonjour. Bonjour. Pourquoi vous dites que la TVA fait partie des impôts et taxes non déductibles? La TVA. La TVA, on le verra, c'est un impôt récupérable, mais sur la TVA collectée. La TVA que vous supportez sur vos achats, vous la récupérez à travers la TVA que vous allez collecter sur vos ventes. Mais il peut arriver que cette TVA-là ne soit pas déductible. On le verra quand on va aborder le chapitre sur la TVA. Si elle n'est pas déductible, elle devient une charge. Si elle n'est pas déductible sur la TVA collectée, elle devient une charge. Une charge déductible pour l'entreprise sur l'assiette de l'IS, pas de la TVA. Si la TVA elle est récupérable, ce n'est pas une charge. Mais si elle n'est pas récupérable, elle devient une charge, mais une charge déductible. Question en ligne. Oui. Voilà, Mamadou Diallo, il demande d'être édifié sur les charges déductibles et les charges non déductibles. Je ne sais pas s'il nous a pris en cours, mais c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, toutes les charges sont comptablement déductibles. Et a priori, toutes les charges sont fiscalement déductibles, mais si elles remplissent certaines conditions fixées par la loi fiscale. Donc, on a cité tout à l'heure les conditions générales qu'une charge doit remplir pour qu'elle soit déductible. Là, on est dans les conditions spécifiques liées à certaines charges. Même si elles remplissent les conditions générales, une charge peut ne pas être déductible du fait qu'il y a une condition particulière qui fait que la charge n'est pas récupérable. Mais dans tous les cas, c'est l'administration fiscale qui fixe les conditions dans lesquelles une charge elle est déductible ou non. Okay? Donc, comme les charges non déductibles, c'est beaucoup plus... Bon, c'est limité par rapport aux charges déductibles. Donc, il y a quelques charges non déductibles que nous allons citer.
pour dire voilà les types de charges qui sont ciblées de façon spécifique. Si elles remplissent ces conditions-là, elles ne sont pas déductibles pour l'administration fiscale. Donc ce que nous sommes en train de voir là, on a vu pour le personnel dans quel cas la charge n'est pas déductible. On vient de voir les impôts dans quel cas l'impôt n'est pas une charge déductible. Voilà. Cher Sarr depuis la France, il demande la procédure à suivre si un contrat avec un employé est arrêté. Bon, ok, ça, il est un peu en retard. Quelles conditions à suivre si on veut, si un contrat est arrêté? La procédure à suivre si un contrat avec un employé est arrêté. D'accord. Donc, quelles sont d'abord les procédures à suivre si on veut arrêter un contrat avec un employé? On l'a vu, que ce soit dans le cadre du CDD ou du contrat à durée indéterminée. On avait cité dans le cadre du contrat à durée déterminée que ce contrat ne peut pas être mis fin avant son échéance, sauf dans les cas suivants. Accord des deux parties, licenciement pour faute lourde, arrivé à terme ou cas de force majeure. Ça, ce sont les seuls cas où on peut arrêter un contrat à durée déterminée. Si c'est un contrat à durée indéterminée, il y a ce qu'on appelle les fautes disciplinaires qu'on peut sanctionner. On peut sanctionner un employé qui a fait des fautes. Donc la faute peut être légère, elle peut être grave ou elle peut être lourde. Okay? Donc, dans tous les cas, si les conditions sont réunies pour mettre un terme à un contrat à durée indéterminée, la première procédure à entamer, c'est de lui envoyer une lettre de demande d'explication. Il répond. Si vous n'êtes pas satisfait de son explication, vous pouvez procéder à son licenciement. Donc, vous lui notifiez le licenciement, pas oralement, mais par écrit, toujours. Ensuite, quand vous lui notifiez le licenciement, il a droit à un préavis. 2 mois s'il est employé, payé au mois, 2 mois s'il est agent de maîtrise, ou 3 mois s'il est cadre. Okay? Sauf dans le cas d'une rupture pour faute lourde. Pour faute lourde, il n'y a pas de préavis. Il est licencié, séance tenante, il part sans indemnité, sans préavis. Dans le cas de faute grave, donc, il y a le préavis qu'il faut respecter. À la fin du préavis, il aura droit à son salaire complet, à des indemnités de licenciement et à des indemnités compensatrices de congé, s'il n'avait pas pris entièrement ses congés. Si c'est un licenciement pour motif économique, il a droit au préavis, il a droit à l'indemnité de licenciement, il a droit à l'indemnité compensatrice de congé, il a droit à l'indemnité spéciale qui est égale à 1 mois de salaire non imposable. Donc ça, ce sont les procédures qu'il doit respecter avant et pendant le licenciement. Après, maintenant que l'employé est parti de l'entreprise, il a des procédures à faire auprès des administrations. Donc, il devra informer l'IPRES que cet employé-là n'est plus là, donc je ne vais plus cotiser pour lui. Il doit faire la même chose pour la caisse de sécurité sociale. Donc, voilà les procédures qu'on doit respecter dans le cadre d'une relation contractuelle qu'on mettrait en rupture. Voilà. Mamadou Dembélé depuis Matam. Il demande votre appréciation sur la loi sur les startups, la loi 2019-17 du 20 décembre 2019. Il dit que cette loi vise à exonérer IMF et CFCE aux startups et les sociétés nouvellement créées. D'accord. On ne va pas anticiper. Hein. Il y a un chapitre qui est consacré à cela. Quand on va y arriver, on va expliquer ces nouvelles dispositions fiscales-là qui sont entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2020. Autre question? Oui, c'était ça. C'est bon, merci. Les amendes et les pénalités sont également des impôts qui ne sont pas déductibles. Donc ça, c'est une sanction financière, on l'a vu. Hein? Si vous ne respectez pas vos obligations fiscales, notamment déclaratives, l'administration peut être amenée à vous sanctionner. Cette sanction s'appelle amende ou pénalité. Okay? Donc elle va vous demander de payer une pénalité, une amende. Vous la payez, c'est une charge pour l'entreprise, vous la comptabilisez en charge, mais au moment de déterminer votre résultat fiscal, vous devez réintégrer la charge. Parce que sinon, c'est comme si l'administration paye la pénalité à votre place.
Encore une fois, la charge, elle diminue le résultat. Si elle diminue le résultat, elle diminue l'impôt. Okay? Donc, si la pénalité, vous la laissez en charge, vous diminuez le résultat et vous diminuez l'impôt. Donc, c'est l'administration qui perd. Okay? Autre type de charges également qui ne sont pas admises en déductibilité, c'est les dons et les subventions. En principe, les dons ne sont pas déductibles car n'étant pas dans l'objet normal de l'entreprise. Ils sont considérés comme des libéralités. On ne crée pas une entreprise pour faire du social. On crée une entreprise pour faire du profit. Okay? Donc, quand vous faites des dons et des subventions, l'administration aussi est toujours prudente là-dessus. Elle vous dit que elle les considère comme des libéralités. Ça n'entre pas dans le cadre normal, l'objet normal de l'entreprise. Okay? Maintenant, comme l'entreprise évolue dans une société également, elle ne peut pas être en déphasage total avec la société. Je ne fais que du profit, le reste, je ne m'en occupe pas. Donc, elle est obligée d'intervenir dans le volet social également. L'administration fiscale dit oui, je vous permets de le faire, mais je dois l'encadrer. Parce que sinon, ça peut devenir un abus. Et comme on l'a dit, plus de charges, moins de résultats, moins d'impôts. Et moi, l'administration, je dois sauvegarder l'impôt. Okay? Donc, je vais encadrer ce type de charge-là. Il vous donne donc une dérogation pour les versements effectués au profit des œuvres ou organismes d'intérêt général. Ces organismes sont désignés par un arrêté du ministère des Finances et comprennent entre autres l'Association sénégalaise d'assistance aux lépreux, Caritas Sénégal, Croix-Rouge Sénégal, Union nationale des aveugles, etc. La déductibilité de ces frais est limitée à 0,5% du chiffre d'affaires. Donc voilà les bornes que l'administration met en place. Elle dit, vous pouvez faire des dons, vous pouvez faire des subventions, mais à condition que ça soit au bénéfice de ces personnes-là que j'ai citées par arrêté ministériel. Donc c'est l'Association sénégalaise d'assistance aux lépreux, Croix-Rouge, Caritas Sénégal, etc. Je vous donnerai tout à l'heure l'arrêté. Une fois que vous avez respecté cette condition liée aux bénéficiaires, la deuxième condition que je mets en place, c'est que ce montant-là doit être limité à 0,5% du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. Donc vous ne pouvez pas faire des dons au-delà de ce montant-là. Ce qui veut dire que si vous accordez des dons ou des subventions au-delà de ce montant, qu'est-ce qui va se passer? Le surplus doit être rejeté, donc réintégré. Toute charge rejetée non déductible doit être réintégrée. Oui? Je voudrais savoir si ce cas précis est différent du principe de responsabilité sociale des entreprises. Parce que parfois, par exemple, installé dans une localité et dans le cadre de sa responsabilité sociétale, donc il décide de faire, je dirais, pas un don, mais une œuvre de bienfaisance au sein d'une communauté telle qu'une école, d'un village, donc dans le cadre de l'amélioration des conditions de ces populations-là. Maintenant, dans ce cas précis, est-ce qu'on va appliquer ce principe-là dans une subvention ou bien il y aura un autre cas qui sera appliqué? Non, c'est différent. C'est différent. Ce n'est pas la même considération de charge. Ici, il s'agit de dons que l'entreprise décide de donner unilatéralement. Alors que dans la responsabilité sociale, souvent c'est encadré. Souvent les entreprises se font sur la base d'une fondation qu'elles ont mise en place ou autre. Donc ce n'est pas le même cas de figure. Hein? Okay. Donc la liste arrêtée par le ministère de l'économie et des finances, c'est celle-ci. C'est une liste qui date de 2016, 1er juillet 2016. Alors, je ne sais pas si c'est visible pour vous. Voilà donc les organismes qui sont visés. La Fondation nationale d'action sociale au Sénégal, l'Association sénégalaise d'assistance aux lépreux, Caritas, Croix-Rouge, l'Union nationale des aveugles, l'Association sénégalaise pour les Nations unies, la Fondation Marie-Louise Muran et la Fondation Servir le Sénégal. Donc,
voilà les bénéficiaires qui sont listés, okay, et pour lesquels, si vous leur accordez des dons ou des subventions, le montant, la charge, elle est déductible. C'est la première condition, à condition qu'elle ne dépasse pas 0,5% du chiffre d'affaires. La liste devait augmenter, hein? Oui. Oui. Bon, l'administration a ses raisons, hein, peut-être. Mais ce n'est pas une liste figée. Hein? Bon. Régulièrement, ils mettent à jour la liste. Hein. Autre type de charge limitée, quant à la déductibilité, les charges financières. Les intérêts, on va faire un exercice pratique hein, sur tout ça. Les services d'intérêt, avances et crédits consentis par des tiers, généralement les banques, utilisés pour les besoins de l'exploitation sont déductibles. Donc si vous empruntez de l'argent à la banque vous rajoute des intérêts, ces intérêts sont des charges pour l'entreprise, ce sont des charges déductibles. À condition que les conditions que j'ai citées d'ordre général soient respectées. Hein. Donc pour les besoins d'exploitation, notamment de l'entreprise. Alors il y a des intérêts quand même qui ne sont pas déductibles. C'est le cas particulier des intérêts versés en compte courant pour les associés. Donc vous savez que dans une société, quand vous êtes associé, le premier apport que vous faites, c'est l'apport en capital pour être propriétaire de l'entreprise. Donc en contrepartie, vous avez des actions ou des parts sociales. Okay? Et en fin d'année, ça vous donne droit aux dividendes qui proviennent de la répartition du bénéfice. Mais en tant qu'associé, vous êtes en même temps un bailleur de fonds potentiels pour l'entreprise. Donc si l'entreprise a besoin d'argent, de trésorerie, et qu'elle ne peut pas obtenir de financement auprès d'une banque, elle peut se retourner vers ses associés et demander que ces associés-là prêtent de l'argent à la société. Okay? Donc ils prennent de leur propre poche, ils injectent dans la trésorerie de la société. Mais rappelez-vous, c'est deux personnes distinctes, la personne morale et la personne physique en tant qu'associé. Donc l'associé qui apporte de l'argent, il prête de l'argent à la société. Il aurait pu placer cet argent-là ailleurs. S'il avait placé l'argent à la banque ou à la bourse, il allait gagner de l'argent sous forme d'intérêt. Donc l'associé va dire, je vais prêter à la société, mais en retour, la société va me rémunérer sous forme d'intérêt, comme si c'était une banque. Okay? Mais ces charges d'intérêt sont encadrées par l'administration fiscale. Pourquoi? Quelle est la logique qui sous-tend tout cela? Pourquoi l'administration essaie d'encadrer ces intérêts-là? Oui, derrière. Si ce n'est pas encadré, c'est puisque les associés à qui l'entreprise appartient, donc ils peuvent multiplier les intérêts là. Ils vont pomper tous les bénéfices de l'entreprise. Okay? Et donc, il y aura des abus. C'est pour éviter ces abus-là, justement, que l'administration essaie de l'encadrer. Okay? Alors, comment l'administration encadre ce type d'intérêt? La première restriction, elle est d'ordre général. Elle s'adresse à tout le monde. Donc, elle concerne toutes les sociétés et est relative au taux d'intérêt maximum admis. Il est limité à 3 points au-dessus du taux de la BCEAO. Vous savez que la BCEAO a un taux, ce qu'on appelle le taux de base bancaire ou le taux de reste-compte. Okay? Donc l'administration prend pour référence le taux de la BCEAO. Et elle dit le taux d'intérêt que l'entreprise devra payer à ces associés-là ne doit pas être supérieur au taux d'intérêt de la BCEAO majoré de 3 points. Si le taux d'intérêt de la BCEAO est de 6%,
Le taux maximum admis par l'entreprise, l'administration, c'est 6% plus 3 points, ça fait 9%. Donc, si vous payez 17% ou 15% à vos associés, l'administration va dire le surplus d'intérêt là n'est pas déductible. Donc, 15% moins 9%, le surplus d'intérêt supporté par l'entreprise ne sera pas une charge déductible. L'administration n'a pas à fixer le taux d'intérêt entre les deux parties. Elle dit simplement, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'impact de cette charge-là sur le résultat fiscal. Or, comme c'est la charge qui impacte le résultat fiscal, c'est celle-là que je vais encadrer. On est d'accord? Vous êtes libre de fixer le taux que vous souhaitez, bon, à condition que ça ne soit pas un taux supérieur au taux. À quel taux? Au taux d'usure de la BCEAO, qui est de 15%. Okay? Ça, c'est des règles fiscales hein, qui n'ont rien à voir avec les règles fiscales. Maintenant, l'administration va dire, quel que soit le taux que vous allez vous fixer entre vous, ce taux-là ne doit pas être supérieur au taux de la BCEAO plus 3 points. S'il est supérieur, donc le surplus d'intérêt généré par ce taux-là sera une charge non déductible, donc à réintégrer. Donc, exemple, un associé a prêté 30 millions à la société. Le taux de la BCA, le taux d'intérêt servi par la société est de 13%. Donc, l'associé a dit, je vous prête 30 millions, vous me rémunérez au taux de 13%. Il se trouve que le taux de la BCEAO est de 9%. Donc, on vous demande de tirer les conséquences fiscales de cela. Donc, ce que vous allez faire, c'est de déterminer le montant de la charge fiscale. Normalement, c'est 30 millions fois 13%. C'est ça que l'entreprise va verser à l'associé et va comptabiliser en charge également. Mais du fait de la limitation du taux de la BCEAO, on voit ici que le taux servi par l'entreprise est supérieur au taux maximum admis par l'administration, qui est de 9 plus 3. Ça fait combien? 12%. Donc, il y a 1% de plus de charges d'intérêt qu'il faudra réintégrer. Donc, 30 millions fois 13 moins 12%, ça fait 300 000. Donc, il y a 300 000 de charges qui sont dans les charges d'intérêt qui ne sont pas déductibles, qu'il faudra réintégrer au moment de déterminer le résultat fiscal. Donc, un exemple pour illustrer cela. Deuxième restriction, elle est relative aux sociétés de capitaux. Le capital social doit être entièrement libéré. Le montant des sommes prêtées et rémunérées ne doit pas excéder le capital social. Pourquoi? Pourquoi d'abord le capital doit être entièrement libéré? Pourquoi l'administration exige que le capital soit entièrement libéré pour qu'elle puisse accepter la déductibilité des intérêts servis aux associés? Quand nous avons passé en revue les sociétés, on a vu que dans le cadre d'une société anonyme, que les associés pouvaient décider de ne libérer qu'une partie du capital et le reliquat de le libérer dans les 3 ans qui vont suivre. Donc, ils peuvent libérer un quart et les 3 quarts qui restent, le libérer dans les 3 ans. Mais l'administration dit, si le capital n'est pas entièrement libéré, moi je n'accepte pas la déductibilité des intérêts servis. Pourquoi? Il y a un bon sens là-dedans. Oui. Je pense que si le capital n'est pas entièrement libéré, l'entreprise peut ne pas avoir assez de liquidité. Dans ce cas, l'entreprise peut recourir parfois à ses associés ou par emprunt à l'extérieur. Maintenant, dans ce cas, si le capital n'est pas entièrement libéré, l'entreprise recourt par exemple à l'emprunt à travers ses associés. Là, l'entreprise peut, comme vous avez dit, il y aura un excès de parfois rémunération ou bien maturation de produits au niveau du résultat.
Alors, si le capital n'est pas entièrement libéré, qu'est-ce que ça signifie? Même pas un langage comptable, hein, dans le bon sens. Donnez le micro derrière, s'il vous plaît. Bonjour. Le capital n'est pas encore libéré. Ça veut dire que les associés ont une dette envers la société. Très bien, les associés doivent encore de l'argent à l'entreprise. Donc, comment on peut concevoir que vous devez de l'argent à l'entreprise et de l'autre côté, vous prêtez de l'argent à l'entreprise et vous prétendez de surcroît être rémunéré par l'entreprise? C'est une question de bon sens. L'administration va dire, payez d'abord vos dettes, après, maintenant, vous pouvez entamer une procédure de prêt entre vous et la société. Donc, c'est ça la question de bon sens. La deuxième condition, c'est que le montant prêté et rémunéré ne doit pas excéder le capital social. C'est pour éviter que les associés jouent également sur le capital. Ils vont se dire, on va prendre un capital faible et le reste, on va se rémunérer à partir des prêts que nous allons consentir à la société. Donc, il vaut mieux renforcer les capitaux propres de l'entreprise, injecter de la trésorerie, plutôt que d'affaiblir l'entreprise dans ses capitaux propres pour prétendre gagner de l'argent en lui prêtant de l'argent, okay, sous forme d'intérêt. Donc, dans votre cours d'analyse financière, vous verrez également l'intérêt de renforcer les capitaux propres. D'ailleurs, quand vous allez emprunter à la banque regarde d'abord les capitaux propres. Si les capitaux propres sont faibles, la banque va demander aux associés de mettre l'argent à la poche pour renforcer les capitaux, notamment augmenter le capital social avant que le banquier n'intervienne également pour prêter de l'argent, entre autres conditions fixées par la banque. Donc, si ces conditions ne sont pas réunies, la charge n'est pas déductible. Donc, exemple d'une société anonyme au capital entièrement libéré de 10 millions. Le montant des comptes courants s'élève à 22 800 000. La société a emprunté donc auprès des associés et les a rémunérés au taux de 12%, pendant que le taux de la BCEAO est de 6,5%. On vous demande de tirer les conséquences fiscales. Donc la première condition à réunir, c'est laquelle qu'il faudra vérifier? Si le capital est entièrement libéré. Elle est entièrement libérée. La deuxième condition, c'est la deuxième condition, c'est bon, il y a le taux. Troisième condition, le montant rémunéré ne doit pas être supérieur au montant du capital. Or, ici, le montant rémunéré est de 22 800 000, tandis que le capital est de 10 millions. Okay. Donc, il y a deux restrictions ici, par rapport au montant, donc par rapport au capital, et par rapport au taux de la BCEAO. Donc, on va y aller par étapes. D'abord, combien l'entreprise a comptabilisé en charge? Puisqu'on ne retraite que les charges, donc il faut connaître le montant de la charge d'abord. Le comptable, lui, qu'est-ce qu'il a passé en charge? Les montants des intérêts calculés sur le montant du compte courant. Le compte courant est de 22 800 000. À la fin de l'année, il est rémunéré à 12%. Donc, il va comptabiliser 12% de 22 800 000. Donc, ce qui veut dire que dans la comptabilité de l'entreprise, si vous prenez la balance, dans le compte intérêt, vous verrez 2 736 000. Okay? Ça, c'est le comptable qui le fait. Maintenant, le fiscaliste, lui, il va dire, est-ce que les 2 736 000 sont déductibles, entièrement ou pas? Donc, il regarde la première condition. Il s'agit de rémunération de compte courant associé. Donc, ici, je dois regarder, ma première condition, c'est est-ce que le capital est entièrement libéré? Il l'est, donc c'est bon, c'est respecté. Deuxième condition, est-ce que le taux est respecté par rapport au taux de la BCEAO? Troisième condition, est-ce que le montant rémunéré est inférieur ou égal au capital? En fonction des deux autres critères, maintenant, il va calculer le montant qui n'est pas déductible. Donc ici, on voit que les deux plafonds sont dépassés, à la fois par rapport au taux et
et au montant. Le taux est de 12%. Taux BCEAO admis, c'est 6,5%. Majoré de 3 points, c'est 9,5%. Voilà la limite de taux. Or, l'entreprise est allée jusqu'à 12%. Ensuite, le montant. Le montant déductible, c'est 10 millions, la base. L'entreprise est allée jusqu'à 22 800 000. Donc, ce qui est déductible, c'est combien? C'est 10 millions fois le taux admis, c'est-à-dire 6,5 plus 3. Voilà la charge qui est déductible, qui remplit les deux conditions. La première condition de taux et la condition de montant. Ça, c'est la charge supportée par l'entreprise comptable. Mais est-ce que c'est la charge déductible fiscalement? On ne sait pas. Il faut vérifier les conditions énumérées par le Code général des impôts pour que la charge soit déductible. Ce qui nous intéresse, c'est la charge déductible. Fiscalement, la charge déductible, c'est celle qui remplit deux conditions. Le montant rémunéré ne doit pas être supérieur au capital. Donc, ce qui veut dire que le montant qui doit servir de base de calcul de l'intérêt est limité au montant du capital, 10 millions. Ensuite, le taux ne doit pas excéder le taux de la BCEAO plus 3 points. Le taux de la BCEAO est de 6,5%. Si on le majore de 3 points, on est à 9%. Donc le taux déductible, c'est 9% et non 12%. Donc le montant déductible, c'est le montant, l'assiette déductible, plafond, multiplié par le taux plafonné. Donc seuls 950 000 sont déductibles comme charge fiscale. Donc tout le surplus là, ça moins ça, est à réintégrer. Ouais. Une question. Si par exemple le taux de la société était à par exemple 6%, oui. Est-ce qu'on va utiliser quand même le taux de la BCEAO? Non, c'est un maximum. Okay. En ce moment, il aura respecté le taux, mais pas le montant. Il a servi sur un montant supérieur. Donc le taux déductible sera de 6,5 fois 10 millions, qui vous donne le montant déductible. Maintenant, le surplus, on le réintègre. Donc pour faire simple, calculez toujours le montant comptabilisé, le montant déductible, et c'est la différence qu'il faudra réintégrer. Oui? Il faut éviter cette première méthode-là. Hein. Elle peut induire à des erreurs. Hein. Okay? Ici, pour vous, j'aurais calculé le montant comptabilisé, c'est-à-dire 30 millions fois 13%. Le montant déductible, c'est 30 millions fois 9 plus 3. Et je fais la différence. S'il y a un surplus, je réintègre. C'est le même résultat, mais ça, c'est dangereux. On peut se tromper. Oui, une question derrière. Vous avez dit qu'il y a un montant là il y a une condition qu'il faudra regarder. C'est-à-dire que le montant là ne doit dépasser le montant de la capitale. Oui. Si par exemple, on respectait par exemple le taux de la BCEAO, soit inférieur ou égal au taux de la BCEAO, oui. Et même dans les autres, les mêmes conditions, c'est-à-dire qu'avec le montant de 22 800 000. Avec le montant de 22 800 000, oui. Il avait respecté le taux. Admettons s'il avait un taux, par exemple, de 5%. De 5%, oui. Oui. Donc, on allait calculer quel est le montant déductible. La condition de taux est respectée, c'est 5%. Mais est-ce que la condition sur le montant est respectée? Dans tous les cas, on ne doit pas calculer l'intérêt sur un montant supérieur à 10 millions, en fait, c'est ça. L'intérêt ne doit pas être calculé sur un montant supérieur à 10 millions. C'est la première condition. Le taux également ne doit pas être supérieur au taux de base bancaire de la BCEAO, plus 3 points. Donc, si le taux était inférieur au taux de la BCEAO, il n'y a pas de problème. Il a respecté cette condition-là. Oui. Donc, le montant déductible serait toujours de 10 millions fois ce taux-là. Okay? Oui. On n'allait pas prendre l'autre qui, quoi? On n'allait pas prendre l'autre montant. Non, l'autre, c'est pour calculer la charge comptable. OK? Maintenant, ici, c'est la charge fiscale qui est déductible. La charge fiscale, c'est le montant plafonné à 10 millions multiplié par le taux plafonné à
au taux BCA plus 3%. Bon, on va illustrer ça. Donc, votre cas, le capital est de 10 millions. Le compte courant est de 22 800 000. Le taux entreprise est de 5% par exemple. Le taux BCAO est de 6%. OK? Toujours la première chose, c'est de vérifier quel est le montant de la charge qui figure dans la comptabilité. Le montant de la charge, c'est 22 millions. On va dire charge comptabilisée ou supportée par l'entreprise. C'est la même chose. Hein? Donc, c'est 22 800 000 fois 5%. Égale combien? $11 millions. Deuxièmement, charge. Charge déductible. C'est 10 millions. Multiplié, c'est la charge maximale déductible. C'est 10 millions multiplié par 6% plus 3%. Donc ici, c'est toujours le plafond qu'on calcule. Le plafond déductible, le maximum déductible. C'est 10 millions fois 9%. C'est 900 000, non? Lui, il est allé au-delà de 900 000. Donc, 11 140 moins 900 000, c'est 1 million. Hein? Oui. Moins 900 000, c'est combien? « 240 000. » Voilà ce qu'il faudra réintégrer. Parce qu'il est allé au-delà du plafond. Si le montant de l'intérêt était inférieur au plafond, la totalité de la charge serait déductible. Donc, il n'y aura pas de réintégration à faire. Okay? On ne réintègre que le surplus, okay, par rapport au plafond qui a été fixé par la loi.